Laïcité. 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 Serge Klarsfeld, qui est un porteur et un militant contre le négationnisme de la Shoah et qui est exactement un chasseur de nazis, un porteur de cette mémoire, disait dans une conférence, s'il n'y avait pas eu le génocide des Arméniens, peut-être que la Shoah n'aurait pas existé. Et en 1939, juste avant l'invasion de la Pologne, où Hitler avait donné l'ordre à ses Einsatzgruppen, avait ordonné l'exécution des Juifs. Et il avait dit dans un discours fleuve, je ne pourrais pas citer le début textuellement, mais la fin malheureusement oui, il disait ayez le degré de sauvagerie le plus grand, n'ayez aucune pitié pour les hommes, les femmes et les enfants, qui se souvient encore de l'extermination des Arméniens. Donc il y a vraiment chez Hitler une inspiration, et on se rend compte que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des soldats allemands, puisque l'Empire ottoman et l'Allemagne étaient des alliés, qui ont participé à la mise en œuvre d'une certaine planification. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux génocides, notamment dans tout ce qui est déportation bien planifiée, méthodique, etc. On a commencé par rafler à Istanbul, qui était à l'époque Constantinople, qui était la capitale de l'Empire ottoman. On a déporté dans la nuit du 23 au 24 avril 1915 tous les intellectuels. Les avocats, les hommes politiques, les artistes, les poètes, etc. Tous ceux qui en réalité étaient la tête du peuple arménien, entre guillemets, et qui étaient une certaine élite qui aurait pu organiser des mouvements de résistance, par exemple. Quelques mois avant ça, au mois de février, c'était la guerre, donc tous les hommes valides étaient sous les drapeaux. Les soldats arméniens avaient été mis sur le côté dans les casernes, on les a désarmés puis exécutés. Donc le peuple arménien était, on peut dire, amputé de son élite et il était désarmé parce que les seuls hommes valides capables de mener des mouvements de résistance, éventuellement, parce qu'on est très loin de tout ça, eux étaient morts. Donc il restait une population beaucoup plus fragilisée et après les déportations ont commencé. D'abord à l'est de la Turquie, on venait dans les villages, on sortait les gens, on séparait les hommes et les femmes et on les faisait marcher dans le désert jusqu'à des camps de concentration. En général, ils mouraient dans le désert. Et sinon, on les mettait dans un camp de concentration dans deux camps de concentration finales. Notamment le plus gros, c'est celui d'Deir ez-Zor en Syrie, qui appartenait à l'époque à l'Empire ottoman. Et tout ce qui est à l'est, moi mon grand-père venait de l'est, tout ce qui est l'est, eux, c'est des déportations également par des marches forcées, mais souvent par des trains, où on mettait les gens dans des trains, ils payaient leurs billets, ils étaient forcés de payer leurs billets, et ils étaient déportés dans des camps de concentration, puis dans des camps d'extermination. Et on se rend compte qu'on a trouvé des proto-chambres à gaz. C'était trop long de tuer tous ces Arméniens. C'était vraiment trop long. Les balles, les munitions, ça coûte, surtout quand on est en conflit armé. Donc on a rationalisé le crime et on a mis une dose scientifique à ce crime-là. C'est-à-dire qu'on commençait à tuer les gens deux par deux. Puis après, on a essayé de trouver des moyens, on a élaboré des moyens pour les tuer en masse. Et on a eu les premières chambres à gaz, même si on ne peut pas appeler ça. C'était pas du Zyklon B, c'était du dioxyde de carbone. On les mettait dans des espèces de salles. Non, ouais, je sais pas, moi je suis pas un spécialiste, je suis pas historien, mais ce dont j'ai pu apprendre dans les livres d'histoire et dans les conférences, c'est que on les mettait dans une espèce de grande pièce où on allumait un feu et avec les fumées, ils pouvaient mourir plus rapidement et en plus grand nombre.